Salut, c'est Florian du blog comprendre-le-football-américain.fr et aujourd'hui je suis avec Elio et Baptiste. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va et toi? Bah écoutez, très bien. Je suis très content de pouvoir parler NCA avec vous. J'avoue que moi je suis vraiment novice dans ce championnat. Alors j'adore la NFL, mais j'ai honte de le dire, mais je ne suis pas trop la NCA. Un peu plus maintenant parce qu'il y a des Français, mais ouais, je suis pas beaucoup ce championnat et justement j'aimerais en savoir plus. Du coup, avant de parler NCA, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux? Alors, on est deux membres d'un podcast focalisé NCAA, justement, qui s'appelle The Trick Play. Donc, voilà, vous connaissez tous, pour les amateurs de football américain, vous connaissez tous ce mot, cette expression. On est présent sur tous les réseaux sociaux à peu près, hein, Facebook, Instagram, Twitter, assez actif, et sur tous les supports d'écoute, hein, que ce soit, enfin vous les connaissez, Spotify, Deezer, YouTube, etc., etc. Où on traite, eh bien pendant la saison régulière de NCAA, on parle des matchs, on a chacun des équipes un petit peu favorites, on est 6 personnes en tout. Euh, voilà, on parle des matchs et puis hors saison, on essaye de faire des épisodes parlant de la off-season, mais aussi parlant un petit peu de l'historique du college football ou essayant d'expliquer aussi ce qu'est le college football, donc le football universitaire, si vous préférez. Voilà, donc on essaie de faire découvrir ce monde à pas mal de personnes et ça commence à bien fonctionner. Et déjà, on voulait te remercier de nous avoir invité sur ta chaîne, Bah, Florian. c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et du coup, est-ce que vous êtes joueur aussi de foot Alors moi, je ne suis pas. On est Moi non plus. voilà. Vous êtes des On a- passionnés comme moi. On est des passionnés. On a deux joueurs parmi les 6 membres, on a deux joueurs, trois même. Excuse-moi, trois joueurs de foot, enfin deux plutôt à la retraite et puis un qui l'est actuellement chez les Flashs de la Courneuve. Voilà. D'accord. Donc du coup, The Trick Play, il y a six. Vous êtes trois fondateurs, non, six fondateurs. 6 fondateurs, vas-y Baptiste. Ah, on est 6 fondateurs. Elio, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est toi qui as lancé l'idée, en tout cas. Enfin, en tout cas, Valentin. c'est Valentin. Ah, pardon, Valentin. c'est Valentin. C'est Ouais. Valentin. Excuse-moi, Val. Mais c'est vrai que, en fait, je pense qu'on a été 6 personnes à vouloir créer ce podcast-là, et finalement, bah, quelqu'un a eu l'idée et tout le monde a adhéré assez facilement. Donc c'est vrai qu'il y a, alors, effectivement, le membre originel, c'est peut-être Valentin, mais c'est vrai que moi personnellement, j'y pensais depuis quelques temps. Et en fait, c'est lors de la saison 2019 où il y a beaucoup de comptes qui se sont créés. Enfin, il y a eu une espèce d'engouement généralisé sur les comptes français et c'était super cool. Et en fait, à ce moment-là, je dis, mais en fait, on pourrait vraiment créer un podcast. Et Val a dit, bah, si on crée un podcast, donc Val qui s'occupe de All Miss France. Et donc, D'accord. finalement, on s'est retrouvé à 6 motivés. Et voilà, tant mieux, quoi. Ok, super cool. Bah écoutez, moi, je vous suis depuis un an à peu près. Voilà, je découvre avec vous, grâce à vous, je veux dire, la NCAA. Merci à toi. Du Merci, coup, c'est cool. Sachant que c'est quand même assez complexe, hein, de toute façon. Ouais. ben oui, du coup, Surtout par rapport à la NFL, je trouve. j'ai plein de questions à vous poser, oui. Du coup, qu'est-ce que veut dire littéralement NCAA, du coup? Baptiste, je vais te laisser répondre. Baptiste, c'est un peu notre encyclopédie, D'accord. Alors, pour être tout à fait honnête. NCAA, c'est gentil, tu me donnes des airs de Père Fouras ou de Jean-Paul Olivier, je sais pas, Il y en a, il y en a. c'est peut-être la barbe, c'est pour ça. Donc NCAA, c'est l'acronyme de National Collegiate Athletic Association. Donc ça veut dire tout simplement, c'est l'association qui régit toutes les compétitions universitaires aux États-Unis. Alors là, c'est vrai qu'on fait un focus sur le football US, mais dedans, il y a du basket qui actuellement, on est en pleine March Madness, donc c'est un peu le gros de l'actualité en ce moment. Il y a le baseball qui est assez populaire. Et puis il y a plein de petits sports qui on entend moins parler, mais qui font vivre en pas mal de facs. Je pense notamment au track and field, donc tout ce qui est athlétisme finalement, qui est là les championnats universitaires viennent juste de passer, mais il y a aussi la natation, il y a du lacrosse, il y a 25 sports en tout, voilà, il y a de la lutte, ce qui est aussi important, il y a de l'escrime, enfin bref, voilà. C'est en fait la sorte du NSS comme nous on a pu connaître au collège national, D'accord. sauf que bon, là, c'est pas des compétitions du mercredi après-midi, c'est là pour le cas du foot, c'est des matchs devant 100 000 personnes, quoi. Mais sur le principe, c'est à peu près la même chose, quoi.
D'accord. Et du coup, la NCAA Football, est-ce que vous auriez la date de création ou le premier championnat, ça date de quand? Alors, le premier match officiel, le début du college football et même le début du foot US aux États-Unis, c'est en novembre 1869, donc ça a plus de 150 ans, dans un match entre Princeton et Rutgers. Alors, qu'on soit très clair, il y avait à l'époque, c'était plus proche du rugby, hein. Ce qu'on appelle maintenant foot US, c'était du rugby. Les facs n'avaient même pas les mêmes règles entre elles. Enfin, la passe en un n'existait pas. Il y avait, enfin, ça s'appelle college football, mais ça n'avait aucun rapport, quoi. Après, D'accord. ça a mis un petit peu plus de temps à se mettre en place. Je crois que la NCA date à peu près au niveau début des années 1900. Voilà. Donc, c'est presque 50 ans après enfin, l'invention du sport en tant que tel. D'accord. Mais la NCA, ça date à peu près début des années 1900. Ok. Et du coup, maintenant, je sais que bah, il y a plein de championnats NCAA football, différentes conférences, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu bah, ces différents championnats et est-ce qu'il y a des conférences, des divisions, est-ce que c'est une ligue fermée, une ligue ouverte? Comment ça se passe un peu? Alors, c'est là où on va arriver dans la partie qui fâche. Et jusqu'à présent, c'était simple. Bah, c'est le sport universitaire, ça va, c'est simple, les facs se rencontrent. Alors, pour faire simple, il y a trois divisions. On va pas parler de la division 3 ni de la division 2, bah, qui sont forcément des choses un peu plus basses. D'accord. Nous, on va rester sur la première division, qui est même elle-même composée d'une seconde division. Enfin bref, c'est déjà, rien que ça, c'est un peu bordélique pour parler poliment. Donc, le plus haut du niveau, c'est se compose de 130 équipes qui sont séparées en 10 divisions. Et dans D'accord. ces 10 divisions, on a déjà 5 qui sont considérées comme fortes et 5 qui sont considérées comme plus faibles. Donc, dans les 5 très fortes, on en a une qui s'occupe de la côte atlantique, grosso modo, des équipes. Parce que le NCA est plutôt divisé en termes géographiques. D'accord. Euh, un peu comme finalement les divisions NFL, NFC East, C'est NFC Nord, ça, enfin ouais. bref, voilà. Donc, les divisions du college football, c'est à peu près la même chose, à de rares exceptions près, mais c'est souvent ça. Donc, grosso modo, il y a une division sur la côte Est, il y a une division du Nord, une division du Sud, une division centrale et une division la côte Ouest, pour faire très simple. Mais ces divisions-là parce que c'est la NCAA et que ça ne peut pas être simple, ne possède pas le même nombre d'équipes à son intérieur. Et donc, c'est là où toute la subtilité et parfois ce côté un petit peu compliqué à suivre et à rentrer dedans, c'est que, bah, en fait, les divisions n'ont même pas les mêmes règles entre elles, en fait, tout simplement. D'accord. En fait, pour faire une comparaison, c'est un peu comme le championnat allemand de foot qui a 18 équipes et notre Liga qui en a 20. Voilà, pour faire une petite comparaison avec notre foot qu'on D'accord, aime, ouais. quoi. Ok. Et donc, du coup, en première division, il y a combien d'équipes de NCAA football? Dans- première division, il y en a 130, c'est ça, en tout cas, Bat, ouais. Et alors, en FBS, donc qui est la première division de la première division, comme le disait Baptiste, il y en a 130 et je crois qu'il y en a 127 en FCS, qui est entre guillemets la deuxième division de la première division. Voilà, un peu D'accord. compliqué à Et une dit comme équipe, ça. est-ce que c'est comme le système européen où il y a un système de relégation et de montée Non, absolument pas. En fait, ce sont des ligues fermées. Voilà. C'est D'accord. encore un système très américain, cela dit. Des ligues fermées auxquelles tu peux accéder avec des extensions de ligue, enfin, comme en NFL, comme en NHL, enfin, comme sur la plupart des ligues américaines, voilà, il faut quelques critères pour entrer dans une ligue. On a eu des passages d'une ligue à une autre, mais il n'y a pas de système de promotion-relégation. D'accord. Il y a ce système de rendu victoire-défaite qui peut te permettre d'aller en fin d'année vers ce qu'on appelle un bowl, euh, qui est une sorte de finale, C'est ça. si tu Un peu préfères. Voilà. le Super Bowl, mais c'est encore différent peut-être si on parle de... Ce qui se passe, c'est qu'il y en a des dizaines et des dizaines de bowls D'accord. en college football, selon les divisions dans lesquelles tu évolues, selon la qualité de ta division, je dirais, et de ta conférence plutôt. Ce qui t'emmène vers des bowls plus ou moins prestigieux. Il y a des bowls qui sont pas du tout attractifs et il y en a d'autres qui sont très très attractifs. Et chaque année, en fait, il y a un top 25 inter-conférence, donc un top 25 général sur tout le pays qui est fait, qui est donné par des spécialistes et des journalistes.
qui va élire les 4 meilleures équipes du pays. Et depuis quelques années, on a un système de play-off qui se joue entre les 4 meilleures équipes du pays pour aller vers une finale nationale qui a été remportée cette année par Alabama et l'année dernière par LSU. Ça en parlait partout, même dans le monde NFL, avec le fameux Joe Burrow chez les Cincinnati Bengals. Exactement. Et du coup, ce bowl-là, là, qui récompense le meilleur du top 4, il s'appelle comment ce bowl? Il n'a Est-ce pas de qu'il a... nom. Il a pas de En nom? fait, en soi, il n'a pas de nom. La finale nationale, actuellement, n'a pas de nom. D'accord. En fait, le système comment dire, pour récompenser le champion national, c'est tout le temps en évolution dans le monde du college Ok, football. d'accord. Ce système de play-off est assez relativement nouveau. Il date de la saison 2014. Oui, donc Avant ouais, ça, il y d'accord. avait un système de finale sèche, mais ça avait ses détracteurs parce que c'était compliqué de dire bah, les 2 meilleures équipes du pays, c'est celle-là, sachant que bah, il y a des conférences qui ne se rencontrent pas tout le temps. Dire bah, c'est une équipe de cette conférence qui est meilleure qu'une équipe de cette conférence, mais finalement, comme ils ne se rencontrent pas, on n'en sait rien. Donc il y avait plein de problèmes sur ce système-là. Ils ont décidé de faire des playoffs à 4 équipes. Le problème est, tu as dû faire des maths, qu'il y a 5 grosses conférences pour 4 places. Donc déjà, ça veut dire que chaque année, il y a une grosse conférence qui est laissée de côté. Donc même le système qui est actuel, il est hyper décrié parce qu'il n'est pas parfait et que c'est très compliqué de trouver un système de playoff parfait dans un sport qui n'est pas déjà parfait au départ. Enfin, parce que le système est complètement biaisé et donc voilà, donc là on a aussi un système de 4 demi-finalistes. Les 2 vainqueurs des demi-finales se rencontrent sur les finales nationales. Voilà. Après, effectivement, les bowls, c'est un peu ce qui fait le sel du college football. Les bowls de fin d'année, en fait, c'est des récompenses un petit peu. Alors, c'est vrai qu'en NFL, il y a le Super Bowl qui cristallise tout. Hmm, En college football, il y a, ils jouent pour cette récompense-là, les joueurs. d'accord. Jouer un bowl de fin d'année, c'est hyper important parce que ça se passe au niveau des fêtes de fin d'année. Il y a un côté festif, ce qu'on appelle la bowl season. C'est assez, ça marque les fêtes de fin d'année. Enfin, moi, j'adore. Personnellement, j'attends que ça le mois de décembre parce que bah, on peut regarder le football américain de 18h en français jusqu'à 6h du matin. Voilà, avec cet esprit de Noël. Enfin, bowl season, c'est un truc assez incroyable à vivre en tout cas. D'accord. Et quelqu'un qui ne connaît pas du tout la NCAA football, euh, quel bowl tu lui conseillerais, bah, vous conseillerez conseilleriez pour de quel bowl Ah, devrait-il s'il y a, regarder? Il y a un seul bowl à regarder, c'est le Rose Bowl. C'est le bowl le plus ancien, on l'appelle d'ailleurs le Grand Dandy on them all. C'est le premier, il a été joué, je crois, en 1903, si je ne dis pas de bêtises, sur la première édition. Il se joue historiquement le 1er janvier à peu près 2h30 heure locale, en fait, et D'accord. ça permet, donc ça se joue à Pasadena, en banlieue de Los Angeles, au Rose Bowl. Et en fait, il y a ce qu'on appelle les 30 minutes les plus belles de la saison. C'est quand le soleil se couche sur les montagnes derrière Pasadena et que vous avez cette espèce de couleur orangée qui prend avec cette. Voilà, c'est absolument formidable. Enfin, c'est magnifique. En plus, c'est un bowl de très haut niveau entre une équipe de la côte ouest et une équipe du nord, entre la Big Ten et la Pac-12. C'est souvent légendaire. Il y a des matchs légendaires qui se passent au Rose Bowl. Alors, ça se passe un petit peu tard en heure française. Le match commence aux alentours de 9h et finit aux alentours de minuit et demi, 1h du matin. Mais un seul ball à regarder, c'est celui-là, pour l'aspect scénaristique, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour. Et il y a eu des matchs légendaires, je pense à la demi-finale nationale en 2014 entre Florida State et Oregon, ou le Georgia-Oklahoma il n'y a pas très longtemps avec Baker Mayfield qui sort un match de foot de malade. Enfin voilà, c'est un seul ball, le Rose Bowl, c'est clair. D'accord. Et du coup, si on veut toute la saison suivre des conférences ou une équipe, est-ce que vous auriez les équipes un peu les plus connues ou une conférence où bah, il y a des équipes qui sont vachement importantes, qui sont jolies à voir jouer? Baptiste, tu veux répondre à ça? On peut se Ouais. partager la réponse. Vas-y, vas-y. En fait, je vais commencer déjà pour savoir. En fait, le plus dur, c'est quelle équipe je vais suivre. Je pense que c'est D'accord. ça le Ouais, plus compliqué, c'est de se ouais. dire quelle équipe je vais suivre parce que, en fait, il y en a beaucoup trop, en fait. Il y en a finalement beaucoup trop. Alors, moi, ce que je conseille, moi, je me dis quel joueur j'aime bien en NFL parce qu'on a notre porte d'entrée de la NCAA, qu'on soit très clair, c'est toujours la NFL. Enfin, D'accord. à 99% du temps, c'est la NFL. Et moi, je pars du principe, c'est quel joueur j'aime bien. Et après, je regarde ce qu'on appelle son alma mater, sa mère nourricière, là où il a fait sa fac. Et en partant de là, bah, voilà, on peut se dire, bah, je sais pas, moi, j'adore, on va dire,
Patrick Mahomes. Et voilà, son alma mater, c'est Texas Tech. Ah bon, alors, malheureusement, c'est pas une super fac, mais en tout cas, c'est aussi ça l'intérêt. C'est pas forcément supporter les très, très gros programmes, mais aussi des plus petits programmes. Donc voilà, après, en termes de quels sont les très gros programmes et quelles sont les très grosses conférences, je pense que la conférence la plus importante, c'est la conférence du sud du pays, c'est ce qu'on appelle la SEC, avec des équipes comme Alabama, LSU, Georgia, Florida, enfin Texas A&M, c'est des noms qui claquent, c'est des noms que même quand vous suivez que la NFL qui vous parlent, parce que en fait, chaque année, il y a au moins 5 ou 6 joueurs qui arrivent en NFL qui viennent de ces facs-là à chaque fois. Enfin, donc c'est des facs qui rentrent dans la tête. Après, voilà, c'est en fonction de son ressenti aussi voilà, de ce qu'on aime, voilà, le côté Est avec des équipes je sais pas, sur la Floride, comme Florida State, ou alors on aime bien le côté californien, donc avec UCLA, USC. Enfin, en fait, je pense qu'il y a une équipe qui correspond à peu près à tout le monde, et c'est ça peut-être la force de la NCAA par rapport peut-être à d'autres sports, c'est que ce côté, on peut se rendre compte, il y a des facs très rurales, hein, finalement, dans l'Iowa, dans le Nebraska, enfin des trucs où il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc chacun peut trouver Il y chaussures a, à son pied à NCA, quoi. C'est assez sympa. il y a plein de modalités, ça peut être aussi selon le style de jeu que l'on aime. Je pense souvent, enfin, la plupart du temps, les personnes qui regardent la NCAA sont des personnes qui regardaient la NFL de base. Donc, on a tous un style de jeu que l'on aime. On préfère tous, je sais pas, une grosse O-line ou des receveurs rapides, flashy. Et chaque équipe, enfin, on n'a que l'embarras du choix en NCAA. Ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, il y a plusieurs personnes qui sont devenues fans d'une équipe parce qu'elles ont été visiter telle partie des États-Unis ou telle partie des États-Unis les attire. Et puis voilà, nous, on a chacun nos histoires personnelles dans l'équipe de The Trick Play pour avoir, parce qu'on a, comme je l'ai dit au départ, on a tous une fac de prédilection. On a chacun des histoires personnelles. Je sais que Baptiste, par exemple, est un fan d'Oklahoma State et que c'est plutôt familial, car je ne vais pas dévoiler sa vie privée, mais un une membre très proche de sa famille, en tout cas, a étudié là-bas. Moi, je suis fan de Maryland parce que ma copine était est américaine et était étudiante à Maryland et issue de Maryland. Et du coup, ça m'a permis d'aller sur le campus plein de fois. Et il y a plein de choses comme ça. Et puis, quand tu es un Français qui n'est jamais allé aux États-Unis, réellement, enfin, moi, je suis fan des Saints en général en NFL. Et je vois les fans des Saints français sont fans des LSU. Voilà, ça se rattache aussi automatiquement à ta zone géographique vis-à-vis de ton équipe NFL. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, là, en termes de joueurs, à quel âge les joueurs intègrent la NCAA Football et jusqu'à quel âge en fait? Quelle est la tranche d'âge des joueurs de NCAA? Alors ça dépend, ils peuvent intégrer une équipe universitaire à partir de 17-18 ans à peu près, en fait l'année où ils vont à la fac, hein, tout simplement, D'accord. selon leur mois de naissance, on va dire. Ils ont généralement 4 ans. Voilà, 4 ans, et au bout de ta troisième année, tu peux être éligible pour aller à la draft, l'année de junior. Euh, on va refaire les années. Je sais que les noms sont un peu compliqués, mais bon, la première année, c'est l'année freshman. La deuxième année, c'est l'année sophomore. La troisième année, l'année junior. À partir de la junior, ils peuvent aller en NFL. Et la quatrième année, l'année senior. Ce qui se passe, c'est qu'ils peuvent avoir certaines exemptions. Ils peuvent faire une saison supplémentaire, une cinquième année, si jamais ils ont joué trop peu de matchs sur une saison ou s'ils sont blessés. On appelle ça le principe des red shirts, hein. Donc c'est de ça dont on parle avec les pas les vestes rouges, les chasubles rouges, quoi. C'est une exemption qui est donnée par la NCAA, donc faut, la NCAA aussi, voilà, son accord peut être plus ou moins recevable, ça dépend, mais voilà, ça permet à certains joueurs d'avoir une année en plus, et bon, après, on a vu des joueurs, je- il y a des exemptions qui ont été redonnées avec des blessures ou des joueurs arrivés sur le tard. On a vu des joueurs notamment d'Oklahoma State, Brandon Whedon, qui arrive en NFL, qui a été Tout à fait. drafté au premier tour, le quarterback des Browns à 28 ans, je crois, C'est ça, au ouais. premier tour NFL. Donc ça, c'est incroyable. Et voilà, on a des joueurs qui ont, c'est très très rare, mais il y a des joueurs qui ont plus de 24-25 ans qui En sont ce moment, NCAA. en ce moment le gros truc, c'est les punters australiens. Alors, on en a quelques-uns en NFL, et en ce moment, la mode, c'est ça, c'est récupérer des punters australiens qui ont entre 29 et 30 ans, qui, en fait, n'ont pas utilisé leurs 4 années d'éligibilité, pardon, et qui ont le droit de jouer en NCAA, pardon, voilà, leur fin de vingtaine, début de trentaine, mais c'est relativement rare. Grosso modo, les joueurs ont entre 18 et 22, 23 ans en moyenne.
Mais par exemple, je vais prendre le cas de BYU, qui est une fac mormone, où les joueurs doivent faire 2 ans de mission avant de pouvoir jouer. Ben, c'est pas rare qu'on ait des joueurs qui sont un peu plus âgés. Voilà. C'est vraiment très régional et chaque fac a un peu ses caractéristiques. En plus, il y a des académies militaires dans le tas. Enfin bref, ça change en fonction des facs, tout simplement. D'accord, d'accord. Et les joueurs, est-ce qu'ils sont payés en NCAA? Le gros Question qui débat. fâche, Voilà, attention. dis-moi. Non, ils ne sont pas payés, ce n'est pas autorisé et c'est très très strict et encadré à ce niveau-là. Parce que déjà ce qui se passe, c'est que donc l'argent est totalement interdit. Voilà, ils ont une scholarship qui leur est payée par la fac. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même 4 ans de fac. En moyenne, tu peux te retrouver à aller presque 100 000 dollars pour avoir fait 4 ans d'études. Donc, ils ont 4 ans tout frais payés par la fac en recevant leur scholarship. La NCAA ne veut absolument pas qu'il y ait d'autres argent, qu'il y ait d'autres revenus. C'est très strict, très encadré. Il y a eu des histoires. En fait, le problème aussi, c'est qu'il y a eu pas mal d'histoires d'équipes qui, pour attirer des prospects, des recrues lycéennes, euh, offraient des cadeaux bien, bien généreux aux membres de la famille du joueur ou aux joueurs directement sous la table. Et ça, bon, quand ça ressort, ça fait grand bruit et voilà. En tout cas, non, ils sont pas payés. Là, il y a des choses qui sont en train de se passer. Je crois que dans l'État de Floride et l'État de Californie, des lois viennent de passer pour d'ici 2 ans que des joueurs puissent toucher de l'argent sur les produits à leur image. Mais c'est encore très très flou et très tatillon, je dirais, touchy comme sujet. Ouais. Par exemple, il y avait le cas d'un punter sur une fac de Floride qui avait une chaîne YouTube qui avait rien à voir, par exemple, avec ce qu'il faisait. Il commençait à gagner de l'argent dessus et la NCA avait demandé d'arrêter carrément sa chaîne parce que ça ne correspondait pas aux règles de la NCA. Il y avait une affaire sur TikTok aussi, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas très longtemps, sur une athlète côte ouest, enfin, qui, pareil, avait, je crois, 1 million d'abonnés sur TikTok et qui commençait à monétiser tout ça. Et la NCA a mis son nez dedans en disant négatif. Là, ça va changer, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui aura le droit de monnayer son image, je pense que c'est quand même le minimum sur ces athlètes bah, dans un sport qui brasse des millions et des millions et des millions de dollars. C'est eux qui remplissent les stades. Les plus grands stades des États-Unis sont des stades universitaires avant d'être des stades NFL. Voilà, quand on joue pour Michigan, on remplit ce qu'on appelle la Big House à 100 000 spectateurs, mais ces mecs-là ne touchent pas un centime. Alors effectivement, ils ont leur formation universitaire tout frais payé, mais je pense qu'à côté, ça me semble normal et tout à fait entendable que si c'est des stars, ils puissent être payés pour avoir un maillot à leur nom, un autographe, enfin bref, une pub, enfin, ça me semble tout à fait classique, quoi. D'accord, d'accord. Ouais, du coup, c'est super réglementé. Autre question, là du coup, si quand on découvre la NCAA, où est-ce qu'on peut regarder en live des matchs? Est-ce que depuis la France, on peut regarder des matchs ou est-ce qu'il faut avoir un abonnement, je sais pas, ESPN pour les États-Unis? Comment ça se passe? On va pas vouloir faire sauter ta chaîne, Florian. On va pas parler de cette partie-là, mais Baptiste connaît mieux l'autre. En tout cas, par rapport à moi, il connaît mieux l'autre, je pense. Alors, c'est un petit. Alors, en France, il n'y a pas de chaîne qui diffuse le sport universitaire, malheureusement. Alors, il y a quelques années, SFR Sport, maintenant c'est RMC Sport, je crois. Je t'avoue que je ne suis plus Ouais, trop. oui. Diffusait à peu près un match par semaine. C'était Alex Biggerstaff qui faisait ça à l'époque. D'ailleurs, je lui fais un coucou s'il nous voit parce qu'il nous manque un peu. C'était cool d'avoir du collège football tous les samedis. Depuis quelques années, ça s'est arrêté malheureusement. Donc la seule façon de regarder légalement du college football, c'est d'acheter ce qu'on appelle le ESPN Player, qui permet d'accéder à tous les sports universitaires qui sont diffusés sur le réseau ESPN aux États-Unis. C'est pas tous les matchs, qu'on soit très clair, puisque chaque D'accord. conférence a des droits de diffusion avec des chaînes, un peu comme la NFL ou avec la Fox et la CBS qui a une conférence. Là, c'est à peu près pareil. Chaque conférence a des droits avec certaines chaînes, mais ESPN a quasiment les 80, 80, 80, 85% des droits. Donc, vous payez votre abonnement ESPN Player. Ça coûte 70 € l'année ou 12 € par mois et vous avez accès aux matchs du réseau ESPN. Voilà. Et c'est déjà un bon début. Et puis après, voilà, il y a d'autres moyens, mais en tout cas, celui-là, c'est déjà très bien. En termes de qualité, moi, je sais que je l'ai. Sur la télé, j'ai une télé Android, j'ai l'application directement. Enfin, c'est en 4K. Enfin, c'est vraiment
au niveau qualité, c'est vraiment top, quoi. Ouais, Tout ce que je peux rajouter, c'est que, excuse-moi, tout ce que je peux rajouter, c'est que tous les matchs sont regardables d'ici. Voilà. d'accord, d'accord. Et donc, pour suivre l'actualité, donc du coup, c'est un peu grâce à vous qu'on peut suivre l'actualité. Et vous, est-ce que vous vous documentez sur des blogs d'actualité américaine, des choses comme ça, pour suivre la NCAA, ou vous auriez des bons tips à nous donner? Alors c'est un petit peu compliqué parce que bon comme certains le savent, faut utiliser de temps en temps des VPN parce que pas mal de sites américains sont fermés autrement. Mais oui oui il y a quelques sites assez sympas. Je pense à The Athletic. Je pense à si on veut s'intéresser un petit peu aussi aux recrues 247 donc 247 Sports qui est aussi très bien pour les amateurs de basketball. Euh, ESPN, le classique, hein, parce qu'ESPN, c'est quand même très très complet, faut pas l'oublier. Qu'est-ce que là de tête? Après, bon, il y a pas mal de blogs sur enfin pas de blogs sur Internet, mais de trucs un petit peu plus insider, un peu moins connus. Mais il suffit de chercher ce que l'on cherche. Parce que après, c'est pareil, chaque fac aussi, par exemple, a sa propre équipe de journalisme. Et on peut avoir les détails, les insights de la fac en allant directement via le site et puis ils renvoient vers leurs insiders. Donc ça dépend un petit peu. Mais principalement, il y a pas à se prendre la tête, hein. Pour les amateurs, en tout cas, ESPN, c'est très bien. ESPN, ça fait quand même très, très clairement le taf pour au moins commencer. Il y a, je pense à Bill Colney, qui est un journaliste assez sympathique à suivre, qui donne souvent des stats, etc., etc. Enfin, après, vous faites votre propre cheminement. Mais honnêtement, après, une fois que vous avez commencé à vous intéresser, je pense que The Athletic, c'est un peu the place to be. Leur couverture NFL est très, très bonne. Leur couverture NCAA est excellente aussi. Enfin, ça couvre un petit peu tout. Et une fois on gratte un petit peu, alors effectivement, c'est un site payant, mais c'est du journalisme de très haute qualité, donc de temps en temps, c'est pas trop mal de payer. Sachant que, je pense ESPN, il y a ESPN Plus qui existe, qui est une espèce de paywall sur certains articles, qui est gratuit en Europe, et ça, c'est plutôt cool. Certains articles assez pointus, notamment NFL, je pense à Mel Tipper, ses mock drafts, sont gratuits en Europe. Donc ça, on peut en profiter gratuitement, ça c'est cool. Ok, ok. Bah écoutez, merci pour toutes ces infos. Du coup, vous, The Trick Play, vous pouvez me rappeler où on peut vous trouver? Bah, trouver votre podcast. Alors, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes d'écoute, encore une fois, ce soit Podcast Addict, je crois, Deezer, Spotify, YouTube, SoundCloud, par lequel on a commencé aussi, par laquelle on a commencé. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram. On sera très bientôt, je fais une petite annonce, mais on sera en live pour la draft 2021, parce que bien sûr, bah, on fait pas mal d'épisodes où on parle des futurs joueurs qui iront en NFL, des futurs prospects draft. Voilà, et donc là, on sera en live sur toute la draft, c'est-à-dire du premier tour au septième tour sur YouTube. Vous nous verrez dormir en live, ça sera sympa à certains moments. On sera là avec plein d'invités, justement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter aussi en message privé, hein. Tous nos messages privés sont ouverts, on peut vous aider. Souvent, il y a des personnes qui viennent nous demander comment regarder tel ou tel match ou par où commencer, par quelle équipe choisir, comme tu nous avais posé la question, Florian. On n'hésite pas à y répondre parce que plus il y a de monde, plus on peut discuter college football en France et plus c'est super. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup les gars. Donc bah, Merci à toi. j'invite vraiment tout le monde à aller écouter au moins un épisode et pourquoi pas suivre vos podcasts. En tout cas, moi j'ai toujours plaisir dès que bah, j'ai un peu de temps à écouter vos podcasts. Donc je vais mettre tout ça en dessous de la vidéo et donc du coup bah, je vous dis bah, bonne draft du coup. C'est vrai Merci. que ça va vite arriver, mine de rien, ça va vite C'est arriver. Ouais. exactement. Et bah du coup je vous dis à bientôt. Salut les gars. Salut Flo.